Bon, merci à vous d'être venus. On a convoqué cette conférence de presse à l'initiative de SS France avec un focus particulier sur les populations en France les plus vulnérables, les personnes précaires, pauvres, dont je vous rappelle qu'elles, selon les derniers chiffres de l'INSEE, elles représentent 15,4% de la population, que c'est le chiffre le plus élevé jamais mesuré par l'INSEE depuis qu'elle mesure le taux de pauvreté en France, que quand on regarde dans le détail, les travailleurs pauvres voient leur nombre augmenter, les personnes âgées pauvres voient leur nombre augmenter. Donc on a une aggravation de la pauvreté en France et qu'on avait déjà des politiques publiques, ça ne date pas d'aujourd'hui, qui éreintaient à la fois les organisations qui assurent l'accès aux droits fondamentaux de ces personnes, de ces citoyens et de ces personnes les plus pauvres, mais en éreintant ces organisations, elles fragilisent des populations déjà très vulnérables. Elles les fragilisent de deux manières, en les mettant directement en contribution à travers le gel de leur pouvoir d'achat, mais aussi en remettant en cause le fonctionnement des organisations qui assurent l'accès à leurs droits fondamentaux en matière de santé, de logement, d'alimentation, d'insertion par l'activité économique, d'accès à l'emploi, etc. Donc, la plupart de ces organisations, sinon toutes, sont membres de l'économie sociale et solidaire, et c'était important pour nous d'organiser ce moment. Alors, il y a plusieurs personnes qui vont se relayer autour de moi pour vous en parler. On va commencer avec Delphine Rouillot, qui représente le collectif Alerte, c'est-à-dire, tu le diras, mais bon, quasi l'essentiel des organisations aujourd'hui qui sont impliqués dans la lutte contre la pauvreté et la grande pauvreté, puis ensuite des acteurs de l'insertion par l'activité économique. Pourquoi c'est important pour nous qu'ils parlent aujourd'hui? Parce que, d'un mot, et s'ils ne sont pas d'accord avec ce que je vais dire, ils seront libres de me contredire, évidemment, mais c'était important pour nous de montrer que ce budget est un budget qui fait mal à des gens, très concrètement, et qu'il est en totale contradiction avec un certain nombre des valeurs et des principes dont se revendique pourtant ce gouvernement, en considérant que c'est par la valeur travail qu'on prend sa place dans la société. La preuve est faite que quand bien même des organisations contribuent à travers l'insertion par l'activité économique à remettre à redonner une place aux individus, à leur redonner une dignité par la formation, par le travail, par l'insertion professionnelle, celles-là sont directement ciblées, aussi bien dans le financement des postes que dans le financement de la formation, par un budget qui n'est pas un budget en suspension dans l'air, qui vient après d'autres budgets qui avaient déjà été très violents. Donc l'insertion par l'activité économique à travers David Oriot et Tarek Daher prendra la parole, le cas échéant épaulé par Christophe Sévasco. Donc l'IAE, c'est les entreprises d'insertion, c'est les chantiers d'insertion, c'est les associations intermédiaires. On ne rentrera pas dans le détail en tout cas, mais on viendra sur les conséquences. Et ensuite, deux acteurs un peu plus transversaux prendront la parole. La présidente du mouvement associatif, dont je rappelle que le 11 octobre, le mouvement associatif a initié une mobilisation sans précédent des associations en France. Bon, au passage, j'ai commencé mes remarques, quasi zéro réaction. Je veux dire, les assos se mobilisent. Franchement, et je vais même dire, alors c'est un peu plus dans l'opposition qu'au pouvoir, mais même l'opposition, je trouve que c'est vraiment mezzo voce. Je regrette qu'il n'y ait pas davantage de mobilisation, mais bon. Donc la présidente du mouvement associatif reviendra sur les secteurs qui sont particulièrement frappés par ce budget. Et ensuite, David Cluzot, qui dirige l'UDES. L'UDES, c'est le patronat de l'économie sociale et solidaire, dont je vous rappelle qu'il avait dit l'année dernière que 186 000 emplois étaient menacés avec le projet de budget Barnier. On voit les premiers effets de cela. Inutile de vous rappeler, je termine par ça, plan social chez Secours catholique, ça n'était jamais arrivé à ma connaissance, 150 personnes sur le carreau. Plan social chez AIDS, qui est la principale association de lutte contre le VIH, et une multitude de ce que vous ne voyez pas, et ce que nous-mêmes avons du mal à voir, de suppression de postes, ici dans une crèche, là dans un EHPAD, là dans une association de sport, un peu partout dans le territoire, où on commence à avoir dans les cellules de veille qui ont été mises en place les effets qu'on redoutait de cette absence de pilotage stratégique par le gouvernement des
politique de l'ESS, mais plus généralement des politiques sociales et de solidarité. Voilà. Donc David aura l'occasion de revenir là-dessus. Je ne voulais pas vous en dire plus. Le rôle de ESS France, c'est aussi de mettre en lumière les acteurs de l'ESS et celles et ceux avec lesquels nous travaillons tous les jours. Et donc je répondrai bien évidemment à vos questions, puisqu'on a déposé, si vous voulez, on a déposé plein d'amendements qui sont en discussion en ce moment dans les commissions. Et on pourra revenir sur cela à la fin, mais je voudrais de suite passer la parole à Delphine Rouillot qui représente le collectif Alerte. Bonjour à tous, donc oui, je suis Delphine Rouillot, je suis la présidente du collectif Alerte qui est, comme Benoît Hamon le disait, un collectif qui rassemble 37 organisations, des plus grosses associations engagées dans la lutte contre la pauvreté à des associations beaucoup plus spécialisées. C'est un collectif qui existe depuis 30 ans et dont la mission est de faire du plaidoyer et de la visibilisation des enjeux de lutte contre la pauvreté et la grande exclusion. Je remercie l'ESS France d'avoir organisé cette conférence de presse. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui de faire vraiment entendre notre voix, nos inquiétudes face à effectivement un projet de budget ou deux projets de loi qui sont extrêmement inquiétants et qui vont dans une direction complètement antagoniste avec ce que Benoît vient de décrire, c'est-à-dire une augmentation très forte de la pauvreté en France aujourd'hui. On avait eu l'occasion, nous, collectif Alerte, de rencontrer François Bayrou au mois de juillet, de lui faire part de ses inquiétudes et d'essayer de convaincre le gouvernement du fait qu'on estimait aujourd'hui que quand on est face à un taux de pauvreté inédit, la première chose à faire, c'est de ne pas taper très fort sur le dos de ceux qui ont le moins. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le projet finalement déposé, en fait, reprend bien cette année blanche qui nous avait été annoncée. Et donc, en fait, notre principale revendication, vous verrez dans cette conférence de presse, on aura l'occasion d'évoquer d'autres sujets, mais notre principale revendication aujourd'hui, c'est le renoncement à cette année blanche qui va consister à ne pas revaloriser les allocations familiales, les aides au logement, le RSA, les retraites, les pensions de retraite évidemment, l'allocation adulte handicapé, toutes les prestations sociales qui en réalité permettent à ceux qui ont le moins de pouvoir boucler leur fin de mois. On se retrouve aujourd'hui confronté à un gouvernement sourd et quelque part qui affiche à mon sens une forme de mépris. Je vous conseille de lire les exposés de motifs des articles de loi qui justifient de ce gel des prestations sociales. L'exposé des motifs des deux articles explique que l'inflation ayant été peu élevée l'année dernière, grosso modo, ce gel des prestations n'aura pas d'impact vraiment très important pour les personnes. Et en fait, je vous renvoie au sentiment qu'on avait eu au moment où le gouvernement avait décidé de cette baisse de 5 € des APL, cette déconnexion entre ce que nous, les associations, on sait des conséquences très très immédiates et très réelles de mesures qui peuvent paraître pour des dirigeants politiques sans doute un peu déconnectés de la réalité de la vie quotidienne des personnes que nous, on accompagne. Donc cette déconnexion entre ce qu'eux peuvent percevoir comme quelque chose de pas très fondamental, qu'est-ce que c'est que 1% de non-augmentation de ces prestations, quand en réalité, quand on parle de 5, 10, 15, 20 €, 30 € par mois pour des personnes, c'est tout simplement la capacité à boucler le budget, faire les courses, c'est un plein de courses, vous voyez, c'est toute cette difficulté-là que les personnes les plus pauvres du pays rencontrent au quotidien. La déconnexion, elle vient aussi d'un élément quand même assez fondamental, c'est qu'il y a des économistes qui ont fait des travaux d'évaluation très précises au mois de juin et juillet de l'impact de ce gel des prestations sur les revenus des personnes concernées. Et ce que ces travaux montrent, donc je vous renvoie aux travaux de l'IPP et de l'OFCE, ce que ces travaux montrent, c'est que la mesure de gel des prestations est une mesure qui est profondément anti-redistributive et qu'elle va impacter en priorité les 25% des Français les plus pauvres. Donc voilà, je viens juste avec ce message-là, vous dire que face à ce gel des prestations, nous on essaye de faire entendre le décalage qu'il y a entre un discours qui consisterait à dire qu'il faut faire partager les efforts, à tous les Français, et la réalité qui est qu'en fait la principale mesure budgétaire financière de ce budget, c'est une mesure qui vient réduire les moyens de subsistance des effectivement 10 millions de Français les plus pauvres dans notre pays. Et par ailleurs de tous les ménages si on considère aussi les allocations familiales. Et je terminerai juste en vous disant qu'au-delà de cette mesure qui est fondamentale, essentielle en masse, il y a beaucoup d'autres mesures qui par ailleurs vont venir
contribuer à aggraver les difficultés de vie quotidienne des Français. Je voudrais vous en citer quelques-unes. Il y a évidemment toutes les mesures sur la question de la santé, notamment la question des franchises médicales. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'il y a derrière. Il y a une mesure sur les personnes handicapées. Il y a près de 200 millions d'euros d'économies qui sont attendues sur les personnes handicapées en intégrant l'intégralité de l'allocation adulte handicapé dans le plafond de ressources de la prime d'activité. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des travailleurs handicapés vont perdre tout ou partie de leur prime d'activité et donc vont voir leurs revenus baisser. Est-ce qu'on a véritablement envie de rendre la vie beaucoup plus difficile aux travailleurs handicapés, aux personnes qui travaillent dans les ESAT? Tout ça est absolument aberrant. Et puis je terminerai en vous disant qu'au-delà de ça, il y a en plus une absence fondamentale, et ça on pourra en parler si vous le souhaitez, sur des mesures un peu plus positives, mais une absence fondamentale de mesures dans ce projet de loi qui au contraire vient lutter structurellement contre la pauvreté. Je vous renvoie aux alertes de l'USH sur le logement social, puisqu'on est vraiment aussi très inquiet sur la question de l'accès au logement. Je vous renvoie aux diminutions très significatives sur la rénovation énergétique. Il faut voir que la dépense d'énergie, dans les dépenses contraintes des ménages modestes, c'est évidemment une dépense très importante. Donc on a besoin de rénovation énergétique pour que les personnes demain puissent avoir des capacités à vivre supérieures. Donc on est dans un budget qui, voilà, je m'arrête là, mais vous dire, on est extrêmement préoccupé, on ne se sent pas entendu, alors que ça fait des mois qu'on essaye de faire entendre au gouvernement que cette mesure du gel des prestations va conduire à renvoyer des centaines de milliers de personnes de plus sous le seuil de pauvreté. Et donc on continuera à faire entendre cette voix-là aussi longtemps que possible. Merci. Juste avant de passer la parole maintenant à l'IAE, une remarque pour qu'on l'ait bien en tête sur l'immoralité absolue qui consiste à dire qu'on va geler les pensions des gens parce qu'ils peuvent bien absorber 2% d'inflation dans l'année, ce qui fait 2% de perte de leur pouvoir d'achat, que les mêmes parlementaires qui disent ça, c'est pas grave, 2% de pouvoir d'achat en moins pour les pauvres, refusent une taxe de 2% sur les 1500 fortunes les plus riches dans ce pays. Si on ne voit pas l'absolue immoralité de tout ça, c'est qu'il y a dans 2% c'est acceptable pour les pauvres, mais 2% pour les riches, c'est pas acceptable. Donc voilà, pour certains, c'est totalement inoffensif sur leur compte en banque. Pour d'autres, Delphine l'a dit, c'est 2% d'un... Je rappelle, le RSA aujourd'hui, pour une personne seule sans enfant, ça doit être autour de 650 €. Donc, vous faites vous-même vos calculs sur l'impact que ça peut avoir pour une personne. C'est invraisemblable qu'on ose encore dire ça aujourd'hui en France, et c'est ça dont ESS France veut être le porte-parole et le témoin aujourd'hui, c'est que nous ferons les porte-étendards de ces femmes et de ces hommes. Ils sont 10 millions, je veux dire objectivement, quand on entend les débats au Parlement, on a l'impression que tout le monde s'en fout, en tout cas de ce côté-là de la barrière, mais en tout cas nous ne laissera pas ces éléments de diagnostic sous la toise. Voilà. Dans certains cas, 2% c'est grave, dans d'autres, c'est pas grave. Que ce soit noté. Je commence alors, David Oriou, président de Chantier École, mais je suis surtout là au nom du collectif des réseaux de l'IAE. On représente 10 réseaux de l'IAE. 10 réseaux de l'IAE, c'est 6 000 structures de l'insertion par l'activité économique. C'est 6 000 structures et quasiment 80% qui adhèrent à nos réseaux. Et ce sont 300 000 personnes en parcours d'insertion qui sont accompagnées tous les ans. 300 000 personnes qui sont accompagnées tous les ans. Et ce qu'on ne dit pas souvent, ce sont aussi 32 000 personnes qui bénéficient de CDI pour accompagner, pour former, pour encadrer et pour être sur toutes les fonctions support. Donc 32 000 emplois pérennes que l'on représente. Et si on est là aujourd'hui, merci ESS France de nous avoir invités, c'est parce qu'on nous a déjà amputé, et j'assume le terme, de 50 millions en 2025. Et on parle de budget, on parle de sous, c'est que 4% du budget, 4% c'est rien pour eux, mais derrière c'était déjà 11 000 parcours d'insertion qu'on ne pouvait pas mener. Donc 11 000 personnes dont on parle parmi les 10 millions qui sont en situation de pauvreté, qu'on ne peut pas accompagner, et paradoxalement, qu'on ne peut pas, et ça m'ennuie, je ne contredirai pas Benoît Hamon, puisque je suis complètement d'accord sur le propos de tout à l'heure, qu'on ne peut pas accompagner vers l'emploi.
puisqu'on nous parle d'une société de plein emploi. On est là pour préparer des personnes à retourner vers l'emploi. On a fait la démonstration, la Cour des comptes le disait, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de rapport, pas d'évaluation. La Cour des comptes, en 2019, disait la plus-value et l'intérêt de l'insertion par l'activité économique. Ceci dit, même quand la Cour des comptes parle, ça ne semble pas aller jusqu'au service de l'État. Et juste avant de venir aux propositions qui seront faites par Tarek, en 2026, donc, je disais 2025, on nous coupe un bras, 2025, on nous coupe une jambe, et là, on tombe totalement. Et l'illustration, on peut déjà la faire remonter. Hein. Hier matin, j'étais avec deux structures, les deux. Il y en a une qui nous dit on vient de fermer un établissement qu'on a repris, un très gros établissement, on le ferme, et une ferme biologique en Normandie ferme. Ça tombe les uns derrière les autres, avec les 4%. Là, ce qu'on nous annonce en termes de budget, pour 2026, c'est 14,3% de diminution de budget, 237 millions d'euros. 237 millions d'euros, et une fois de plus, c'est 60 000 personnes sur l'ensemble du secteur de l'insertion par l'activité économique qui ne bénéficieront pas de parcours, pas d'accompagnement, pas de retour à l'emploi. Et sur les territoires, on a des entreprises qui peinent à recruter. Et des entreprises qui nous disent, à tous, hein, c'est génial ce que vous faites, et on a besoin de vous, parce qu'aujourd'hui, les personnes qu'on n'arrive pas à recruter, s'il n'y a pas un secteur comme le vôtre pour les préparer, de toute façon, on ne les recrutera pas. Et on n'aura personne. Donc, c'est un constat. On disait, en tout cas pour moi, l'IAE, c'est une politique publique de lutte contre la précarité. On a pu le démontrer, et j'ai vraiment le sentiment que ce qui est proposé, que c'est une démarche perdante pour tout le monde, perdante pour les territoires, perdante pour les entreprises, et surtout perdante pour les personnes en situation de précarité, puisqu'elles n'auront pas accès au parcours d'insertion. Mais on a aussi des propositions, et je laisse Tarek les faire. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc en effet, l'idée des amendements qui ont été proposés par le collectif, c'est d'essayer de repositionner l'insertion par l'activité comme un levier de la lutte contre la pauvreté par le travail. Et en fait, de se dire que dans une société qui aspire au plein emploi, c'est un peu absurde de couper le dispositif qui fonctionne le mieux pour emmener les personnes qui en sont le plus éloignées vers le marché du travail. David, il évoquait la Cour des comptes, les travaux de la Cour des comptes. C'est vrai qu'une des choses que disait la Cour des comptes et qui est intéressante quand on nous coupe des fonds, c'est qu'il disait ce sont des structures qui fondamentalement font bien le boulot sur un métier qui est difficile, parce que ce sont des métiers compliqués, ceux de l'insertion par l'activité économique, et avec des moyens contraints. Voilà. Donc déjà, c'était cette image qui ressortait, et là, on est dans une période où on continue à couper. Et donc, le collectif, un peu secoué parce que toutes les familles de l'insertion par l'activité économique connaissent des situations de casse aujourd'hui, voilà, des fermetures de structures, quelle que soit la nature des structures, leur taille, leur type d'activité, les territoires sur lesquels elles sont implantées, on trouve de la casse partout. Et donc, le collectif a décidé de porter 3 amendements, un peu chapeau, qui pour nous seraient de nature à sécuriser un petit peu le secteur dans la période. Le premier amendement, il concerne évidemment le nombre de postes. Vous savez que le budget, il vient financer des postes. Chaque structure, elle est aidée par l'État pour pouvoir surencadrer, suraccompagner, surformer les personnes pour les amener vers le marché du travail. Ce que nous demandons, c'est un retour au niveau de postes conventionnés par l'État de 2024, avec une revalorisation de l'inflation, etc., bien sûr. Mais donc, ce serait à peu près 100 000 ETP. Ça veut dire quoi, 100 000 ETP? Ça veut dire 300 000 personnes par an qui passent par un parcours d'insertion. Aujourd'hui, les mesures budgétaires, comme l'a dit David, c'est 20 000 ETP en moins et donc 60 000 personnes qui seront privées d'emploi, d'insertion demain. Quand on dit 300 000 personnes, ce sont pour des emplois qui souvent sont en plus sur des territoires délaissés. Il y a des quartiers prioritaires de la politique de la ville où le seul employeur est une structure d'insertion. Il y a des territoires ruraux où le seul employeur est une structure d'insertion. Et c'est ce tissu économique qu'on fragilise aussi en cassant les dynamiques d'emploi que ça ouvre sur les territoires. Donc ça, c'est la première des demandes, c'est de revenir à un niveau de poste raisonnable pour le secteur, vu la tension qu'il y a sur le marché du travail. La deuxième demande, c'est de tenir compte de la réalité de nos structures qui sont en difficulté, qui doivent s'adapter à un environnement économique qui est plus difficile. Les commandes baissent,
les marchés publics sont à la baisse, le nombre de postes disponibles diminue, donc on a des structures financièrement exsangues. L'État avait créé un dispositif pour ça, c'est le FDI, voilà, le Fonds de développement pour l'inclusion. Ça veut dire que c'est des fonds qui permettent d'accompagner sur des logiques de consolidation financière, d'appui sur des logiques de trésorerie, etc., les structures en difficulté. On demande de le réabonder. Ce fonds, il a disparu. On le demande de le réabonder à hauteur de 40 millions d'euros, ce qui, vu la situation des structures, ne nous paraît pas du tout exagéré, bien au contraire. Et vous connaissez toutes et tous la difficulté qu'il y a, une fois qu'une structure a coulé, à en réouvrir une autre et à revenir et à relancer des projets sociaux et économiques sur les territoires. Donc ça, c'est la deuxième demande, un fonds de développement pour l'inclusion à hauteur de 40 millions d'euros. Et la troisième demande pour tenir toute la chaîne de ce que c'est que l'insertion, c'est soutenir la formation. Aujourd'hui, l'IAE, depuis quelques années, il bénéficie de ce qui est la grande machine administrative de la formation depuis le début des quinquennats d'Emmanuel Macron, c'est le plan d'investissement dans les compétences, le PIC. Il y a un PIC qui permet d'abonder plein de secteurs dans l'économie et de dédier des enveloppes pour différents secteurs sur la formation. L'IAE a la chance de bénéficier d'une partie importante de ce fonds depuis quelques années. Et on a été jusqu'à avoir une ambition de 100 millions d'euros pour les personnes. On n'a pas réussi à atteindre ce montant-là. Les dernières années, on était plutôt autour de 70 millions d'euros pour la formation. Aujourd'hui, on ne sait pas à quelle sauce nous serons mangés sur ce volet du PIC, puisqu'on sait que le PIC, au global, pas que pour l'IAE, a été diminué de 40%. C'est le ministère du Travail derrière qui doit faire les arbitrages. À partir de cette baisse, comment est-ce qu'il positionne les différents secteurs qui bénéficient de ce PIC? Et donc, qu'est-ce qui restera à l'IAE? On est incapable de le dire aujourd'hui. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur les 70 millions, 100% de l'enveloppe était consommée. Ce sont des chiffres du ministère du Travail. Donc la demande, évidemment, elle existe et les structures sont au rendez-vous pour mettre en place des parcours de formation. Et qu'en 2024, ce sont 47 000 stagiaires qui ont été accompagnés dans des formations grâce à ce financement, dont 40% de femmes. Donc ce sont des choses très concrètes que ces fonds permettent. Et même, ce sont des fonds qui font, comme on dit, effet de levier. Les branches professionnelles aussi, elles financent. La branche des chantiers d'insertion, la branche des régies de quartier, elles mettent aussi au pot pour contribuer. Et on est autour de 4 à 5 millions d'euros de fonds complémentaires qui viennent abonder ces fonds de formation. Donc voilà les demandes que le collectif IAE porte pour essayer de stabiliser un secteur qui, dans une période de crise et de décroissance économique, nous paraît particulièrement important à sauvegarder. Merci beaucoup. Je peux rajouter deux choses. Parce qu'on en découvre tous les jours. On en découvre tous les jours. Et ce qu'on a découvert tout récemment, c'est qu'il y a certaines exonérations dont on bénéficiait, notamment, sur les chantiers d'insertion, de ce qu'on a vu, on ne pourrait plus en bénéficier. L'exemple, c'est la taxe sur les salaires, sur les salariés en CDDI. Si on n'en bénéficie plus demain, c'est pas compliqué. On ferme tous. CDDI, c'est les salariés en insertion. Les salariés en insertion. Donc là, on ferme tous. Il y en a 3 taxes, je ne parle que de celle-là. Et l'autre point, on pourrait remonter aux associations intermédiaires, depuis 83 ou 85, depuis la création, on va dire, de l'insertion par l'activité économique, sur 40 ans, quels que soient les gouvernements, ça a toujours évolué. Jusqu'au premier quinquennat d'Emmanuel Macron qui a voulu le pacte d'ambition, donc où il y a eu des investissements massifs qui sont faits, et tout ça pour ça, et 2025-2026, il nous fracasse en diminuant les moyens de 20%. Et une fois de plus, Tarek l'a dit, je le dis, si on parle de moyens financiers, c'est pas pour quémander, c'est pour aider des personnes en situation difficile qui sont aujourd'hui dans la précarité. Bonjour, donc Claire Toury, je suis la présidente du mouvement associatif. J'avoue que j'ai l'impression qu'on passe notre temps à répéter la même chose et que c'est de pire en pire. Mais je crois que c'est vrai. Je ne sais pas qu'une impression, c'est la réalité. Donc Benoît Hamon le disait en introduction de cette conférence de presse, il y a quelques semaines, il y a quelques jours, on dirait des semaines, mais non, il y a quelques jours seulement. On a organisé une grande mobilisation, une mobilisation inédite sur le thème « Ça ne tient plus ». J'ai encore un sticker dans mon sac si certains regrettent de ne pas en avoir pris. Ça ne tient plus pour alerter sur la situation des associations. Et donc on a fait quelque chose d'assez singulier, historique. On peut employer tout un tas de mots pour qualifier cette mobilisation. C'est plus de 350 rassemblements qui ont eu lieu un peu partout en France. Et puis je peux vous dire, et tu pourras l'attester aussi, le monde associatif, c'est un monde divers. On n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais s'il y a bien une chose sur laquelle on converge, c'est sur le fait que ça ne tient plus, que la situation financière, elle est extrêmement compliquée et épouvantable. Et avant de vous donner quelques éléments plus macro, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit à l'instant.
on a le sentiment, en tout cas au mouvement associatif, et moi j'ai ce sentiment-là, qu'on est en train de demander un service aux gens, au pouvoir public en l'occurrence, et qu'on leur dit s'il vous plaît, financez-nous. Mais ce n'est pas du tout ça la réalité. Et donc je pense que c'est peut-être ça qu'il faut qu'on remette tout de suite à sa place. On n'est pas en train de demander un service à nos interlocuteurs publics. On est en train de rappeler, de redire à nos interlocuteurs publics que notre modèle social, il tient grâce à l'action associative. Et je pense que c'est peut-être ça qu'il faut redire. Et je ne dis pas que c'est volontaire, je ne dis pas que c'est délibéré, je ne dis pas que ça a été pensé comme ça, sauf que quand vous êtes dans un pays où vous avez 1,4 million d'associations, qui emploient pas loin d'1,9 million de salariés, donc c'est 10% de l'emploi privé, ce qui est quand même assez conséquent, dans lesquels s'engagent 20 millions de bénévoles tous les ans, et que le tissu associatif recouvre tous les secteurs, tous les domaines de la vie quotidienne, permet à la fois d'adoucir les vulnérabilités, je ne reviens pas sur ce qui a été dit par mes collègues juste avant, mais aussi permet de rendre le quotidien plus agréable, de renforcer le bien-être, le vivre ensemble, la cohésion sociale, ça n'a absolument pas de sens de couper des budgets. Et l'alerte que l'on fait, et là je rebondis sur ce qui a été dit juste avant, quand vous avez plus de besoins et moins de moyens, mécaniquement, ça ne peut pas fonctionner. C'est impossible, ça ne peut pas fonctionner. Et vous avez la bonne volonté des gens, la bonne volonté de 20 millions de personnes dans nos associations et au-delà, mais la bonne volonté, elle ne suffit pas à tenir un pays debout. Et on est face à 3 problèmes. On est face à une instabilité économique, une instabilité sociale et une instabilité démocratique. Quand vous avez un tissu associatif qui est... je reprends toujours ce que je dis, mais moi je suis cohérente, mais vous avez un tissu associatif qui est un trésor national, c'est une singularité française. Quand vous avez cette force de frappe, cette envie d'engagement, cette envie de trouver du sens, d'être utile, de s'entraider, vous ne pouvez pas balayer ça d'un revers de main en présentant un budget qui est celui qui a été déposé la semaine dernière, c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est assez inadmissible. Et donc, si je m'attarde un peu sur ce que ce PLF contient et ce qui nous pose un gros problème, enfin, il y a plein de choses, mais en l'occurrence, c'est 1 milliard d'euros en moins pour les associations. 1 milliard d'euros sans compter ce que les collectivités territoriales vont devoir absorber. Donc là, à date, c'est déjà 1 milliard d'euros en moins pour les associations. Et encore une fois, ce n'est pas corpo. Quand je dis ça, c'est parce que derrière, ça concerne toute la vie quotidienne des individus. Donc, de façon plus précise, c'est 40 millions d'euros en moins pour le sport, c'est 12 millions d'euros en moins pour les tiers-lieux, c'est 24 millions d'euros en moins pour la politique de la ville, pour les adultes relais, pour la réussite éducative. C'est la 3e coupe successive pour l'AFD, l'Agence française du développement. La solidarité internationale est en train de subir un carnage. En fait, c'est extrêmement compliqué pour ce champ-là, donc ça ne va pas aller en s'arrangeant. C'est 200 millions d'euros de baisse pour l'économie circulaire. C'est aussi des coupes considérables pour les radios associatives, qui passent de 35 à 19 millions d'euros de financement, donc c'est quasiment 50% en moins. Voilà, bon, je ne suis pas exhaustive, mais le mentorat, c'est 5 millions d'euros en moins. Les colonies de vacances apprenantes, 36,8 millions d'euros en moins. Je vous rappelle qu'il y a 3 millions d'enfants qui ne partent pas en vacances tous les ans. Le droit aux vacances, c'est un vrai sujet quand même. 3 millions d'enfants qui ne partent pas en vacances tous les ans. Le service civique, donc ça aussi, parlons-en. Le service civique, là, c'est 40 000 jeunes qui n'auront pas accès à une mission de service civique. Et je vous rappelle que la grande cause, cette année, c'est la santé mentale. Et que jamais on a une génération qui a été autant en souffrance et qui a besoin de trouver du sens, qui en plus a des difficultés pour s'insérer. Je ne vous dis pas que le service civique conduit qu'à ça, mais quand même, quand vous avez du temps, une indemnité, que vous pouvez vous approprier un sujet dans un cadre collectif, parce que c'est ça que permettent nos organisations, c'est pas ça qui va régler tous vos problèmes, mais ça vous donne du sens, ça vous aide et ça vous aide à vous projeter. Et donc, je reviens à ce que je disais un peu avant, quand on est dans un monde aussi instable, se projeter, ça a beaucoup de valeur. Peut-être pour aller un peu plus loin et reprendre un peu ce qui a été dit avant, pourquoi j'insiste sur ça, 1,4 million d'associations partout, c'est pour dire que tout le monde est concerné par l'action associative. Et celles et ceux qui ne sont pas concernés par l'action associative à un moment de leur vie, ils ont fait un choix de société qui n'est pas le nôtre. Je pense qu'il faut aussi le dire. Faire le choix de l'anti-associatif, c'est faire le choix d'une société hyper marchandisée. Et là, je ne répète pas ce qui a été dit un peu plus tôt, il y a tout un tas de personnes, tout un tas de publics qui ne pourraient pas avoir accès à tout un tas de choses si les associations n'existaient pas. Et je le redis, derrière l'action associative, ce sont des personnes, ce sont des citoyennes, des citoyens qui donnent de leur temps. Et peut-être pour
pour finir, après on pourra répondre, on pourra échanger plus longuement, mais peut-être pour finir, deux choses. On est dans une ambivalence très grande. Il y a le verre à moitié plein, je le disais, un tissu associatif hyper dense qui fait des choses formidables, 70 000 associations qui se créent chaque année, voilà. Et face à ce trésor et à cette fierté, on nous répond par des coupes budgétaires successives qui dégoûtent les plus motivés d'entre nous. Et donc, il y a des alertes financières, mais il y a aussi des alertes en matière d'engagement. Et donc, si tous les dégoûtés partent, à la fin, il ne reste que les dégoûtants, et généralement, ça ne tient pas. Et dernier point, je reprends la citation du SIDAction. Je trouve que c'est une citation qui gagne à être connue. C'est un peu leur slogan du moment. « Sans les associations, nous perdrons le combat ». Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on redise ensemble. L'alerte qu'on partage sur le tissu associatif, c'est parce que derrière, on a une inquiétude politique et démocratique qui est très grande. Et sans nous, on perdra le combat. Et ça veut dire que toute la société perdra le combat. Finalement, quand je vous écoutais tous, là, je me dis mais vous êtes vraiment pas sympa avec le gouvernement en pensant qu'il n'est pas inventif. Moi, je pense qu'il est extrêmement inventif. On a quand même un gouvernement qui vient d'inventer un truc qui n'existait pas. On m'a souvent parlé de budget d'austérité. Ils viennent d'inventer un truc qui s'appelle le budget d'appauvrissement général. C'est quand même un truc assez extraordinaire pour être noté. J'en plaisante et c'est en réalité vraiment pas drôle, mais c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Vos témoignages nous donnent l'appauvrissement général. Et quand on parle du côté des employeurs de l'ESS, ça va être strictement la même chose et je vais y revenir. Avant ça, pour rebondir aussi, il me semble qu'il ne faut pas qu'on s'y trompe. Il ne faut vraiment pas qu'on se trompe sur ce qui est en train de se passer. Nous avons, et nous le disons depuis tout à l'heure, un problème économique. Et ce problème économique cache quelque chose de très grave. C'est une remise en cause assez fondamentale, Claire le disait, du modèle social français, de son modèle de protection sociale, de la manière dont nous avons construit depuis plus d'un siècle, largement, 150 ans quasiment, les solidarités au sein de notre société. Petite illustration. La dernière ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, Marie Barsac, on la rencontre l'année dernière, quand elle arrive, on lui fait part évidemment des difficultés budgétaires, parce que c'est quand même la deuxième coupe. On a eu la grosse coupe l'an passé, et là on est sur la deuxième coupe qui est en train de nous arriver. On la rencontre, on a des vrais problèmes. Il n'y a pas de sujet. Moi j'ai la solution mondiale extraordinaire pour vous sauver, universelle. On va faire une grande conférence de la générosité. Et donc, ça veut dire d'un seul coup, cette proposition-là, une conférence de générosité, c'est une transformation complète de ce que nous avons organisé. On passe d'un modèle qui deviendrait dans leur idée complètement philanthropique, vers un modèle complètement philanthropique, alors qu'aujourd'hui, on est sur un modèle qui est fondé sur la solidarité nationale. C'est absolument catastrophique comme type de vision. Et c'est ce qui est véhiculé en réalité aujourd'hui dans les budgets, dans les discours des ministres, qui nous disent « c'est pas grave, s'il n'y a plus de financement, vous n'allez qu'à aller voir les groupes privés à côté, intéressez-vous à la Gardère, à machin, etc. » Parce que c'est ça le discours qui est maintenu. Finalement, faites comme les autres, puis c'est pas bien grave, vous allez bien vous en tirer. Finalement, les associations, c'est bout de ficelle et bricolage, donc ça peut s'en tirer par ailleurs. Mais en fait, la réalité des associations et du secteur de l'économie sociale et solidaire d'une manière générale, aujourd'hui, c'est pas ça. L'économie sociale et solidaire, c'est 10% du PIB, 14% de l'emploi privé, ça représente 220 000 entreprises, 2 700 000 salariés. Un salarié sur 10 en France travaille dans le monde associatif. C'est quand même pas neutre, ça concerne pas tout à fait n'importe qui. Et qu'est-ce qui est en train de se passer en fait au fur et à mesure? Je reviens pas finalement sur tout ce que vous avez dit de l'ensemble des coupes budgétaires qui vont nous arriver. Mais il y a un autre effet ciseau quand on est aujourd'hui employeur dans l'ESS, c'est l'augmentation des charges. En réalité, tout va coûter plus cher demain. David Doriot le citait tout à l'heure, plus d'exonération de la taxe sur les salaires dans le secteur de l'insertion par l'activité économique pour les salariés en insertion. C'est complètement dingue. On est en train de se mettre des balles dans le... Maintenant, tu n'as plus de jambes, tu ne peux pas te mettre une balle dans le pied. Je suis désolé, David. Le sujet, il est quand même véritablement de cette nature-là. La taxe sur les salaires, il faut bien que tout le monde ait en tête. Aujourd'hui, l'emploi dans l'économie sociale et solidaire est l'emploi le plus coûteux de France. C'est l'emploi le plus coûteux de France. Avec la taxe sur les salaires, c'est en moyenne entre 8 et 10% de plus que dans n'importe quelle autre entreprise, toute chose égale par ailleurs. Coûteux pour l'entreprise, tu veux dire? Coûteux pour l'entreprise. Oui, coûteux pour l'entreprise. Mais c'est aussi coûteux pour le salarié. Parce que quelque part, c'est un appauvrissement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui faire un effort pour mieux rémunérer les salariés, pour être attractif dans l'économie sociale et solidaire, aller attirer des compétences, etc. Donc ce n'est pas que coûteux pour l'entreprise. C'est aussi coûteux pour les salariés qui veulent nous rejoindre. Parce que ce mécanisme est une trappe à bas salaire, par ailleurs. Une trappe à bas salaire, ça veut dire qu'en fait, quand on est dans l'économie sociale et solidaire, on a plutôt intérêt à payer moins. Et alors, de manière assez extraordinaire, c'est que c'est l'impôt de production de l'économie sociale et solidaire. Et il se trouve que
le gouvernement, dans sa copie, veut supprimer l'impôt de production du secteur de l'économie lucrative. Eh bien, pas la taxe sur les salaires. Donc il y a quand même aussi, on ne part pas sur la même ligne de départ. Donc nous, à l'UDES, aujourd'hui, on demande à ce que le taux de taxe sur les salaires qui s'applique au secteur associatif soit au taux le plus bas, c'est-à-dire à 4,25%, ce qui déjà nous permettrait d'avoir une forme de souffle, et puis on serait un tout petit peu plus sur la même ligne de départ que l'économie lucrative traditionnelle. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, en fait, la question de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire, et donc des entreprises qui sont employeuses dans l'économie sociale et solidaire, c'est une vraie question, de danger. Mais pour nous, en tant que nous sommes entrepreneurs, mais en réalité pour le service qu'on rend, on l'a déjà beaucoup dit. Et je voudrais l'envisager sous un angle un tout petit peu différent. On a parlé du mode social, de fonctionnement social qui était en danger, mais c'est aussi la question de l'économie. Si aujourd'hui on a une société qui est prospère, si aujourd'hui on a une partie de gens qui peuvent aller travailler, c'est parce qu'il y a des secteurs de l'IAE qui font leur travail, mais c'est aussi parce qu'on a des associations qui organisent de l'accueil périscolaire et qui permettent de prendre en charge les enfants à des moments où les parents ne peuvent pas être libérés. Idem pour les acteurs de la petite enfance, idem pour les personnes les plus âgées. Puis il se trouve qu'en plus, quand on accueille les enfants en bas âge ou les plus âgés de la société, on le fait de manière morale, pas chère, plutôt que les grands groupes financiers qui, eux, se graissent très largement sur la fragilité de nos concitoyens. Et en réalité, si ça s'effondre au fur et à mesure, c'est un élément de la chaîne économique qui va s'effondrer aussi. C'est un mauvais pari que fait l'État en fragilisant le secteur associatif. En plus de tout ce qui a été dit, c'est même un mauvais pari économique. C'est une idiotie, c'est une imbécilité de penser que si on affaiblit le secteur associatif et tout ce que le secteur associatif produit, propose sur l'ensemble du territoire, ça va favoriser en fait une espèce de croissance parce que d'un seul coup, on aura libéré les budgets, on aura mieux maîtrisé la dette parce qu'on aura étouffé le secteur de l'économie sociale et solidaire. C'est un mauvais pari. Si demain l'économie sociale et solidaire n'est plus là pour rendre les services qu'elle rend aujourd'hui, l'économie va s'effriter, probablement s'affaisser et la croissance s'en trouver affectée. Alors, ce n'est pas obligatoirement ce qu'on a envie de mettre en avant, parce que ce n'est pas l'objet sur lequel on se construit. Mais aujourd'hui, quand même, j'ai l'impression que les gouvernements qui se succèdent, il y a à peu près ça, uniquement, qui sont en capacité d'entendre. Eh bien oui, nous sommes aussi des acteurs économiques, même si avant tout nous sommes des acteurs sociaux, nous sommes des acteurs économiques et il faut nous préserver pour que nous réussissions ensemble le pari de la prospérité commune et que nous soyons plus contraints à un budget d'approvisionnement généralisé.